Bonjour, moi c'est Dr. Eva Laverdure, je suis hématologue au CHU de l'Estrie là, à Fleurimont. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de lymphome non-Hodgkin agressif à cellules T. Donc le plan de la présentation, aujourd'hui on va faire une introduction, on va parler de généralité sur les lymphomes et les lymphocytes T. Ensuite on va parler des lymphomes T, donc de la classification des différents sous-types de lymphomes à cellules T, de comment ça se présente et de comment on pose le diagnostic. Ensuite, on va parler des traitements des lymphomes T qu'on dit systémiques, qui sont les lymphomes T les plus fréquents. On va parler du traitement initial. On va parler de ce qu'on appelle la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et on va parler des options de traitement si la maladie ne répond pas ou si elle rechute. Donc, les lymphomes, qu'est-ce que c'est? Les lymphomes, c'est un terme général d'un groupe de cancers qui origine des lymphocytes. Puis les lymphocytes, qu'est-ce que c'est? Les lymphocytes, c'est des cellules du système immunitaire. C'est un des types de globules blancs dont le rôle, c'est de nous protéger contre les infections et les cellules anormales. Les lymphocytes, ça origine de la moelle osseuse. C'est comme du sang épais qu'on retrouve dans les os. Et ça va circuler dans le sang et dans le système lymphatique que vous voyez sur le dessin, qui est un réseau de vaisseaux et de ganglions qui joue à notre système immunitaire. Des lymphocytes, des fois, ça peut devenir cancéreux. Puis à ce moment-là, les lymphocytes s'accumulent et peuvent faire augmenter la taille des ganglions ou faire des masses à l'extérieur des ganglions, causer des symptômes. Les lymphocytes, on a différents types de lymphocytes. On a les lymphocytes B, les lymphocytes T, puis on a aussi les cellules NK. À quoi ça sert? Les lymphocytes B, eux, c'est leur rôle, c'est surtout de produire des anticorps spécifiques contre certains agents infectieux. Ensuite, on a les lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est un peu plus complexe parce qu'on a différents types de lymphocytes T qui ont tous des rôles différents dans notre système immunitaire. Il y a certains lymphocytes T dont le rôle, c'est surtout d'aller détruire directement les pathogènes ou les cellules anormales, soit les cellules qui sont infectées ou les cellules cancéreuses. Il y a d'autres types de lymphocytes T que leur rôle, c'est plus un peu d'agir comme des chefs d'orchestre qui vont aller stimuler ou réguler d'autres cellules du système immunitaire. On a aussi les cellules NK, qu'on appelle les cellules tueuses naturelles, qui font partie de notre défense immunitaire qui est immédiate, mais non spécifique, contre différentes cellules anormales. Donc, on a différents types de lymphocytes. Donc, c'est pour ça qu'on a différents types de lymphomes, dépendant quel type ou quel sous-type de lymphocyte qui devient cancéreux. Comment qu'on classifie cette grande famille-là des lymphomes? Mais les lymphomes, en premier, on les sépare, les lymphomes de Hodgkin, qui sont beaucoup plus rares, par rapport aux lymphomes non Hodgkin, qui sont 90% des lymphomes. Ensuite, les lymphomes non Hodgkin, on les sépare dépendant quel type de lymphocyte est cancéreux. Donc, on a les lymphomes à cellules B, qui sont les plus fréquents, qui peuvent être chacun agressifs ou indolents, dépendant du sous-type. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les lymphomes qui originent des cellules T ou des cellules NK, qui sont beaucoup plus rares, à peu près 10% de tous les lymphomes non Hodgkin. Et les lymphomes à cellules TNK peuvent être agressifs ou indolents. Quand on parle de lymphomes agressifs, c'est des lymphomes qui vont absolument évoluer rapidement, causer des symptômes assez rapidement. Puis quand on les trouve, on va proposer des traitements, souvent dans le but de tenter de les guérir. Quand on parle de lymphomes indolents, c'est des lymphomes qui vont évoluer plus lentement. Souvent, on ne va pas nécessairement avoir de symptômes et il ne va pas nécessairement avoir besoin de traitement immédiatement. Quand on décide de les traiter, c'est souvent pour ralentir ou contrôler la maladie, endormir la maladie, mais on ne pense pas qu'on va guérir les patients. C'est un peu plus comme une maladie chronique. Donc, les lymphomes à cellules T ou NK, c'est quand même complexe parce qu'il y a plein de sous-types de lymphomes T différents, donc plus de 25 sous-types. Donc, chaque sous-type est rare. Puis ça, c'est à cause qu'il y a tellement de sortes de lymphocytes T normales dans notre corps. Puis, dépendant quel type de lymphocyte T ou de cellules NK devient cancéreux, ça fait des lymphomes différents. C'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe. Alors, ça, c'est la dernière liste à jour. Il faut comprendre que c'est une liste qui est mise à jour dans le temps. Puis plus on devient meilleur, mieux on comprend les lymphomes T ou NK, on s'améliore dans la classification puis dans reconnaître les différents types de lymphomes T.
Donc, les lymphomes T ou NK, c'est moins de 10% de tous les lymphomes qu'on voit là, au Canada. Et comment qu'on les divise cliniquement? On les divise selon où est-ce que le lymphome il a tendance à aller. Quel est le site d'atteinte principal du lymphome? Donc, il y a deux grandes catégories. Donc, il y a les lymphomes systémiques qu'il faut bien différencier des lymphomes qui sont plus au niveau de la peau, qu'on appelle cutanés primaires. Donc, les lymphomes systémiques, on peut les différencier s'ils ont tendance à atteindre surtout les ganglions, des lymphomes ganglionnaires ou nodales, ou des sites à l'extérieur des ganglions, qu'on dit extraganglionnaires ou extranodales, ou si on peut tendance à avoir une atteinte leucémique, c'est-à-dire une atteinte dans le sang et la moelle osseuse. Faut, la plupart de ces lymphomes-là, mais pas tous, ils ont tendance à être plutôt agressifs. Et c'est important de les différencier, comme je disais, des lymphomes T cutanés primaires, qui sont quand même presque la moitié des lymphomes T qu'on voit, qui touchent vraiment au niveau de la peau, principalement, puis rarement d'autres organes, puis dont l'évolution est plutôt indolente la plupart du temps. Donc, ça, c'est un tableau un petit peu plus simple ou résumé des principaux types de lymphomes à cellulité ou NK. Donc, en premier, comme je dis, les lymphomes systémiques ganglionnaires, c'est vraiment les plus fréquents. C'est surtout de ceux-là qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, on a le lymphome T périphérique qu'on dit non spécifié, qui est un petit peu un diagnostic d'exclusion. Si on n'est pas capable, si le lymphome qu'on voit n'est pas capable de rentrer dans aucune autre des catégories, ben on va mettre dans cette catégorie-là. Sinon, il y a les lymphomes T angioimmunoblastiques et les lymphomes T anaplasiques à grandes cellules systémiques. On va faire la différence si il y a une expression par le cancer de la protéine ALK ou pas. Ça, c'est les lymphomes T ganglionnaires. Sinon, il y a des lymphomes T qui vont plus avoir tendance à atteindre des sites à l'extérieur des ganglions. Par exemple, les lymphomes T NK qui ont tendance à atteindre la fosse nasale, les lymphomes T hépatospléniques, donc qui ont tendance à atteindre la rate et le foie. Le lymphome T anaplasique à grandes cellules, qui n'est pas systémique, mais qui est plutôt associé à des implants mammaires. Et des lymphomes T associés à une atteinte digestive, à une entéropathie. Il y a des formes leucémiques, donc ils ont plus tendance à atteindre le sang et la moelle osseuse, qui sont majoritairement agressifs, sauf la leucémie à grands lymphocytes granuleux, qui est plutôt une entité indolente. Et finalement, les lymphomes cutanés primaires, les plus fréquents, c'est les mycoses fongoïdes, mais on a aussi le syndrome de Césarée, des lymphomes T anaplasiques à grandes cellules, mais qui touchent seulement la peau, et d'autres, un lymphome T sous-cutané paniculite. La plupart des lymphomes sont agressifs, sauf les lymphomes que j'ai mis en vert, qui ont plus tendance à être d'évolution indolente. Donc, comme je disais, les lymphomes T systémiques ganglionnaires, c'est les plus fréquents des lymphomes T qu'on voit, puis ils ont une prise en charge relativement similaire. Fait que ça va être le principal sujet de la présentation. Donc, on parle des lymphomes T périphériques non spécifiés, des lymphomes T angioimmunoblastiques et des lymphomes T anaplasiques à grandes cellules systémiques qui expriment ou pas la protéine de ALK. Les lymphomes T leucémiques ou extraganglionnaires sont plus rares, puis chacun des sous-types nécessite une prise en charge individualisée, différente un de l'autre. Donc, on ne peut pas couvrir tous ces détails-là en détail aujourd'hui. Et les lymphomes T cutanés, on va en glisser un mot à la fin. C'est une des maladies qui sont absolument indolentes, qui évoluent lentement. Puis les traitements, souvent des traitements plus topiques, locaux, de faible intensité, suivis en premier par des dermatologues, donc des spécialistes de la peau. Comment ça se présente? Des lymphomes T systémiques ganglionnaires. L'âge médian au diagnostic, c'est entre 60 et 65 ans, mais c'est possible à tout âge. Une différence, c'est que les lymphomes T anaplasiques à large cellule qui expriment la protéine de ALK, c'est souvent les gens plus jeunes, dans la trentaine, qui vont être atteints. Ça se présente souvent avec des ganglions enflés qui vont être non douloureux. Mais c'est fréquent, même si on parle de lymphome T ganglionnaire, c'est fréquent qu'il va y avoir une atteinte à l'extérieur des ganglions. Et là, ça va faire des symptômes dépendant quel est le site qui est atteint. Donc, il peut y avoir une atteinte de la peau, alors ça peut faire des plaques, ça peut faire des démangeaisons, des atteintes des intestins, ça peut faire du mal de ventre, des selles anormales. S'il y a une atteinte du poumon, on peut tousser, être plus essoufflé. Et aussi, ça peut atteindre la moelle osseuse. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une baisse des cellules normales de la moelle osseuse. Donc, si il y a de l'anémie, ben, on peut être plus fatigué, avoir une moins bonne tolérance à l'effort. Et s'il y a une baisse des plaquettes, ben là, on peut être plus à risque de faire des bleus ou des segments facilement. Les lymphomes T, ça peut faire des symptômes généraux, des symptômes, on appelle les symptômes B, chez à peu près un tiers des patients.
Les symptômes B, ce que ça consiste, c'est soit des sueurs nocturnes qui sont vraiment franches. Fait qu'on trempe les draps la nuit, puis ça persiste, donc on ne comprend pas pourquoi. Sinon, une perte de poids qui est significative, involontaire, ou une fièvre inexpliquée qui persiste sans autre cause là, de fièvre comme une infection. Et les lymphomes, comme d'autres cancers, ben, ça peut causer de la fatigue. Comment qu'on fait le diagnostic dans l'informité? C'est le plus important, c'est vraiment d'avoir le diagnostic. Ça prend vraiment une biopsie d'un site qui est atteint par le lymphome pour, en premier, confirmer qu'il y a un lymphome, puis après ça, déterminer quel type de lymphome c'est. Comment qu'on fait? Ça prend un prélèvement d'un site atteint. Donc, le mieux, c'est de faire une biopsie chirurgicale puis d'enlever vraiment tout le ganglion qui est atteint. C'est l'idéal lorsque c'est possible parce que ça nous donne le plus d'informations sur tout le ganglion, toutes les cellules cancéreuses pour être sûr d'arriver au bon diagnostic. Par contre, une biopsie chirurgicale, ben, c'est un peu plus invasif, puis c'est pas toujours possible si les ganglions sont profonds ou pas accessibles. Fait que l'alternative, ce qu'on peut faire, c'est une biopsie qu'on appelle au trocar. Fait que c'est vraiment des carottes de tissu qu'on va aller chercher avec une grosse aiguille, souvent guidée par un scan ou une échographie par un médecin radiologiste. Puis on prend plusieurs morceaux, puis ça permet souvent d'avoir quand même un diagnostic. Mais il y a plus de risques que, dans le fond, on ne soit pas capable de conclure si les prélèvements sont tout petits. Par contre, c'est moins invasif. Et puis ça se fait sous anesthésie locale. On n'a pas besoin de chirurgie ou d'anesthésie générale. Ensuite, le morceau de tissu qui a été prélevé, ça va être évalué par un médecin pathologiste qui va regarder le tissu sous le microscope. Il va regarder différentes choses pour arriver au diagnostic. Il va regarder en premier ce qu'on appelle la morphologie. Il va regarder l'aspect des cellules, de quoi elles ont l'air et comment elles sont placées dans le ganglion. Ensuite, il va y avoir d'autres tests plus poussés qui vont être faits. Fait que, ce qu'on appelle de l'immunohistochimie. Fait qu'ils vont aller voir, dans le fond, sur les cellules cancéreuses, quelles protéines sont exprimées à la surface des cellules cancéreuses. Ça va nous dire, en premier, que c'est des lymphocytes, c'est des lymphocytes B ou des lymphocytes T. Si c'est des lymphocytes T, quel genre de lymphocytes T pour pouvoir arriver au bon diagnostic. Donc, ça, c'est des tests qui peuvent prendre un petit peu de temps. Et ensuite, il y a d'autres tests aussi qui peuvent être faits encore plus poussés, qu'on appelle cytogénétique ou moléculaire, c'est-à-dire on va aller analyser vraiment l'ADN des cellules cancéreuses. Fait que ça prend un petit peu plus de temps, mais ça nous permet de confirmer que les lymphocytes T qu'on voit pas normal dans le ganglion, c'est vraiment des cellules cancéreuses. Donc, des lymphomes T, c'est quand même complexe. Il y a plusieurs types de lymphomes T différents, puis c'est plus rare. Donc, c'est fréquent qu'il y a des délais puis des défis pour arriver au diagnostic. Parce que souvent, ça prend en fait un avis par un autre médecin pathologiste qui est spécialisé en lymphome pour arriver au bon diagnostic, vu que c'est plus rare. Et c'est pas rare non plus que ça prend un petit peu de temps parce on attend certains résultats pour confirmer le diagnostic ou même que ça prend d'autres biopsies si les premiers morceaux qu'on a prélevés n'arrivent pas clairement là, à trouver le bon diagnostic. Puis en même temps, nous, on n'aime pas ça quand il y a des délais, mais c'est le nœud, c'est vraiment de trouver c'est quoi la maladie, c'est quoi le problème que la personne a. Donc, c'est important, dans le fond, c'est essentiel d'avoir des bons prélèvements puis d'arriver à un bon diagnostic, même si des fois, malheureusement, ça prend un petit peu plus de temps. Une fois qu'on a le diagnostic de lymphome T, bien là, vous allez être rencontré par un hématologue, un hémato-oncologue, puis il va y avoir une évaluation initiale qui va être faite. Donc, on va questionner, vous examiner, on va faire des prélèvements sanguins pour voir la fonction de différents organes, donc de la moelle osseuse, des foies, des reins, certains marqueurs qu'on va rechercher dans vos prises de sang. On va réviser les résultats de la biopsie. On va faire une imagerie pour voir où le lymphome est situé. Fait qu'on peut faire soit un TEP scan préférablement, ou des fois, il va y avoir des scans aussi, des CT scans qui vont être faits. Parfois, pas tout le temps, on a besoin de faire plus de tests pour vraiment mieux savoir où le lymphome est situé. Donc, parfois, on va faire ce qu'on appelle une aspiration et une biopsie médulaire, donc de la moelle osseuse. C'est ce que vous voyez sur le schéma. Donc, c'est euh, une intervention sous anesthésie locale, un peu comme chez le dentiste. C'est pas plaisant, mais c'est pas pire que ça. On va aller prélever avec une aiguille, dans le fond, le liquide qui est dans la moelle osseuse, qui est dans le fond dans l'os du bassin. Puis on va les prendre avec un petit trocard, une aiguille un petit peu plus grosse, un petit morceau d'os pour analyser s'il y a du lymphome dans la moelle osseuse. Parfois, on va vouloir voir est-ce que le lymphome est dans ce qu'on appelle le système nerveux central, donc dans le cerveau, la moelle épinière. Donc, ça pourrait nécessiter une résonance magnétique du cerveau et une ponction lombaire pour analyser le liquide céphalorachidien. Et dépendant des traitements qui vont être nécessaires, souvent, on va vouloir évaluer la fonction du cœur,
de base pour être sûr que le cœur il est assez bon pour pouvoir recevoir certains types de chimiothérapie. Puis ça, l'évaluation du cœur, ça peut être fait par une échographie du cœur ou avec une ventriculographie, qui est un examen en médecine nucléaire qui nous permet de voir la force du cœur. Les imageries, comme je disais, c'est pour voir, dans le fond, l'étendue de la maladie. Puis aussi, plus tard, ben, voir comment la maladie répond au traitement. Donc, c'est sûr, ça prend une image de base. Donc, il y a deux types d'imagerie principalement. Donc, il y a les tomodensitométrie, qui est un CT scan, ou des fois, il y en a qui appellent ça un TACO. Ça nous montre vraiment une image. Tu sais, on donne du colorant, habituellement, c'est de l'iode dans les veines. Puis ça nous montre vraiment une image de les ganglions sont-ils enflés, y a-t-il des masses à l'extérieur des ganglions. Ce qui est encore plus intéressant dans la plupart des lymphomes, c'est ce qu'on appelle un TEP scan, qui est une image en médecine nucléaire. Donc, au lieu de donner de l'iode, on donne un colorant qui est comme une molécule de sucre radioactive. On met ça dans les veines, puis les cellules pas normales de cancer, par exemple, vont manger le sucre de façon anormale. Tout ça va pouvoir être capté par la caméra. Ça nous donne une meilleure idée de où est le lymphome, où sont les cellules pas normales, même avant que certains ganglions soient augmentés de taille ou qu'il y ait des masses. Fait que c'est plus précis pour le diagnostic, voir où est le lymphome. Puis c'est vraiment ça qui est le mieux aussi pour évaluer la réponse au traitement, parce que quand le lymphome y répond, les cellules y meurent, ils arrêtent de manger le sucre. Puis à ce moment-là, on voit qu'au TEP scan, mais, les cellules arrêtent de capter le sucre. Puis c'est ça qu'on voit un petit peu sur l'image, la réponse au traitement. Le stade du lymphome, pour les lymphomes, le stade, ça nous donne une image de où est située la maladie. Fait que ça, c'est le stade de Ann Arbor qu'on utilise. Quand on parle d'un stade 1, c'est quand il y a juste un site qui est atteint par le lymphome. Quand on parle d'un stade 2, c'est qu'il y a plus qu'un site qui est atteint, mais qui est du même côté du diaphragme. Fait que le diaphragme, c'est le muscle entre les poumons et le ventre qui nous aide à respirer. Ça divise le corps en deux. Et puis si le lymphome est juste d'un côté ou de l'autre de ce muscle-là, ben, on dit que c'est un stade 2. Un stade 3, c'est quand il y a du lymphome d'un côté et de l'autre du diaphragme, comme vous voyez là dans le cou puis dans l'aine, mais dans les ganglions. Puis un stade 4, c'est quand il y a une maladie qui est à l'extérieur des ganglions. Comme par exemple, s'il y en a dans le foie, la moelle osseuse, les poumons, ben, à ce moment-là, on parle d'un stade 4. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les lymphomes T, puis les lymphomes en général, c'est des maladies qui se promènent souvent dans la lymphe, le système lymphatique, le sang, la moelle osseuse. Donc, c'est fréquent qu'on est dans un stade avancé, un stade 3, un stade 4. Puis c'est très différent de d'autres types de cancers. Par exemple, quand on parle d'un cancer du sein, un cancer du poumon, un stade 4, les métastases, c'est pas guérissable. Les lymphomes, c'est très différent. C'est très souvent, dans le fond, des stades avancés. On ne parle pas de métastases en lymphome. Puis, même quand c'est des stades 4, ben, les lymphomes agressifs qu'on traite, on peut espérer les guérir quand même. Donc, ça donne une image de où est le lymphome, mais ça n'a pas le même caractère pronostic défavorable que d'autres types de cancers. Il faut faire attention à ça. Le pronostic, justement, ben, la plupart des lymphomes T systémiques sont agressifs. Puis le pronostic, c'est comme les chances que la maladie réponde ou que les gens soient des survivants à long terme. Puis ça va dépendre de différents types de facteurs. En premier, ça va vraiment dépendre du type de lymphome T. Il y en a qui ont un meilleur pronostic que d'autres, de différents facteurs ou diagnostics qu'on va voir plus tard. Ça va dépendre du traitement qu'on reçoit, de la réponse au traitement. Puis si le plan A ne fonctionne pas, puis ça va dépendre un peu des options de traitement qu'on a en plan B ou en plan C. Donc, il faut faire attention. On a des statistiques qui nous donnent une idée un petit peu des chances de réponse, des chances de survie, mais c'est des estimations générales, c'est des moyennes. Puis on n'est jamais capable de prédire c'est quoi l'avenir d'une personne en particulier. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des types de lymphomes qui ont un meilleur pronostic, c'est-à-dire qui ont une meilleure chance de survie et de guérison que d'autres types de lymphomes. Fait qu'on a des données ici internationales sur plus que 1000 patients traités il y a plus que 20 ans. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un reflet de tous les traitements qu'on a maintenant, mais ça reste encore assez vrai qu'il y a des lymphomes qui ont des meilleurs pronostics. Parce que vous voyez comme courbe, c'est les chances de survie, le pourcentage de patients qui sont encore en vie selon les années qui passent. Fait que ce qu'on voit, c'est que les lymphomes anaplasiques à grandes cellules qui expriment la protéine de ALK en jaune pâle, c'est les patients qui ont les meilleures chances de survie avec les traitements à long terme, à peu près 70% des patients qui sont guéris de leur lymphome. Les gens qui ont des lymphomes anaplasiques à large cellule, mais qui n'expriment pas la protéine de ALK, pour différentes raisons, les chances de survie sont un peu moins bonnes, autour de 50% à plus que 5 ans.
Puis les autres lymphomes ganglionnaires, soit les périphériques non spécifiés, puis les angiomyoblastiques, malheureusement, il y a moins de chances de succès avec les traitements qu'on a actuellement. Puis c'est à peu près 30 des patients qui sont en vie à plus de 5 ou 10 ans. Il y a un score pronostic qui existe en lymphome puis en lymphome T, qui s'appelle l'index pronostic international. Donc, ça nous donne une idée, c'est quoi les chances de survie long terme, dépendant de différents facteurs au diagnostic. Les facteurs qu'on prend en considération, c'est l'âge, plus de 60 ans, d'avoir des LDH élevés. Fait que les LDH, c'est un marqueur dans les prises de sang qui est un marqueur non spécifique de lymphome ou de prolifération cellulaire. Le fait d'avoir un stade avancé, un stade 3 ou un stade 4. Le fait d'avoir plus qu'un site à l'extérieur des ganglions qui est touché par le lymphome. Et aussi le statut de performance, donc notre état général. Fait que le fait d'être incapable de travailler ou de faire des travaux ménagers, c'est un facteur aussi moins bon pronostic. Donc, plus on a de ces facteurs-là, moins les chances de réussite du traitement sont élevées. Donc, comment on traite les lymphomes T systémiques agressifs? Il y a une approche de traitement générale qui ne peut pas s'appliquer à tous les sous-types et à chaque personne, mais en général, les lymphomes T agressifs, on va souvent suggérer un traitement en une ou deux étapes. Donc, la première étape, ce serait d'atteindre une rémission avec des traitements de chimiothérapie. Donc, on va donner des traitements, puis le but, c'est d'avoir une réponse complète. C'est-à-dire qu'on refait un TEP scan, puis là, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de lymphome visible. Pour certains patients avec des lymphomes T agressifs, on va suggérer, une fois qu'on a la rémission, de faire un traitement qu'on appelle une consolidation. Fait un traitement de plus avec une greffe de cellules souches pour les patients éligibles dans le but d'augmenter les chances de guérison puis dans le fond, diminuer les risques que la maladie à rechute. Ça va être considéré pour les patients qui sont jeunes avec des lymphomes T agressifs qui répondent initialement au traitement. Donc, en premier, pour induire la rémission, mais c'est encore de la chimiothérapie pour les lymphomes T systémiques ganglionnaires dont je parlais. Donc, il y a deux, trois recettes là, de chimiothérapie qui combinent différents agents. Donc, le traitement, souvent, ça va être le traitement qu'on appelle CHOP. Donc, ça met ensemble différents agents intraveineux plus de la prénisone qu'on prend en oral pour 5 jours, qui est le traitement de base pour plusieurs patients avec des lymphomes T ganglionnaires. Si le lymphome T, en biopsie, il exprime la protéine CD30, bien là, à ce moment-là, on a un traitement différent. On peut changer la vincristine, qui est un agent de chimiothérapie standard, pour le brentuximab vedotin, qui est un agent de chimiothérapie plus ciblé. Puis ça, on va revenir là après. Pour des patients jeunes qui n'expriment pas la protéine, exprime pas le lymphome n'exprime pas la protéine CD30, mais des fois, on va ajouter l'étoposide, qui est un autre agent de chimiothérapie, pour faire une chimiothérapie un petit peu plus forte, pour augmenter les chances de succès. Fait que ça, c'est des traitements qui se donnent aux 3 semaines en intraveineux. Habituellement, on va jusqu'à 6 traitements. Puis ça se donne en clinique externe. On n'a pas besoin de rester à l'hôpital pour recevoir ces traitements-là. Puis le but, comme je disais, c'est d'avoir une réponse complète en fin du traitement. Puis ça, c'est vraiment la chimiothérapie de base pour les lymphomes T ganglionnaires. Tous les autres types de lymphomes T extranodaux ou leucémiques, c'est vraiment des approches complètement différentes que je ne couvrirai pas aujourd'hui. Donc, le brentuximab vedotin, c'est une protéine, c'est un anticorps qui va aller cibler la protéine CD30. C'est un anticorps qui va être, dans le fond, couplé à un agent de chimiothérapie. Fait que c'est la petite molécule que vous voyez sur l'image. Ça agit un peu comme un missile guidé. Ça va aller se lier sur la protéine CD30, qui est exprimée par certaines cellules cancéreuses. Ça va rentrer dans la cellule cancéreuse, puis ça va aller libérer l'agent de chimiothérapie directement dans la cellule cancéreuse. Fait que ça permet d'aller porter l'agent de chimiothérapie de façon plus ciblée aux cellules cancéreuses qui expriment la protéine CD30. Donc, c'est un traitement qui est très utile en lymphome anaplasique à grande cellule parce que les lymphomes anaplasiques à grande cellule, les cellules expriment toutes et très fortement la protéine CD30. Donc, ça va être un traitement qui va être très utile. Puis ça va être un traitement qui va être utile aussi pour d'autres types de lymphomes T ganglionnaires si la protéine CD30 elle est exprimée par les cellules cancéreuses. Puis ça, c'est à peu près 30 à 60 des cas. Puis d'où ça vient, ce traitement-là? Puis le schéma BV-CHP, ben c'est une grande étude qu'on dit de phase 3. Fait que c'est une étude randomisée. Ils ont vraiment comparé le traitement de base, le traitement qui est le CHOP, à un traitement expérimental où est-ce qu'on changeait la vincristine, un des agents de chimiothérapie,
pour le bradykisme vedotin. Fait qu'il y avait plus de 450 patients avec des différents types de lymphomes systémiques qui exprimaient la protéine CD30 qui ont été mis au hasard dans un des deux traitements. Puis, il faut comprendre que c'était principalement des lymphomes T anaplasiques à grandes cellules dans cette étude-là, parce que c'est les lymphomes qui expriment le plus souvent la protéine CD30. Puis, ce qu'on voyait, c'est que les gens qui avaient reçu le bradykisme vedotin avec le CHP, au lieu du traitement de CHOP standard, il y avait plus de chances d'être en rémission, puis plus de chances d'être en vie à 5 ans que les patients qui avaient eu le traitement standard, qui est le CHOP. Puis ça, c'est ce que vous voyez sur les courbes. En rouge, les patients qui ont eu le nouveau traitement avec le bradykisme vedotin, il y avait plus de chances d'être encore en rémission avec le temps et encore en vie par rapport au traitement standard de CHOP. Ça, c'est un traitement qui est disponible au Québec si les lymphomes expriment la protéine CD30. La chimiothérapie, c'est sûr que c'est des effets secondaires. La chimiothérapie, c'est des traitements qui vont aller détruire les cellules cancéreuses qui se divisent rapidement, mais malheureusement, il y a aussi des effets secondaires sur d'autres cellules qui se divisent rapidement, même si c'est des cellules saines, comme principalement les cellules de la moelle osseuse puis du système digestif. Donc, quand on donne la chimiothérapie, ça va diminuer, il y a un risque de diminuer les bonnes cellules du système immunitaire qu'on appelle les neutrophiles. Les neutrophiles, c'est les petits soldats qui nous défendent des infections bactériennes. Et souvent, ça va baisser transitoirement à chaque cycle de traitement de chimiothérapie. Puis ça augmente le risque de faire des infections. Donc, la plupart des patients vont avoir ce qu'on appelle des facteurs de croissance. C'est des médicaments en injection subcutanée comme Grastofil, Neupogène, Filgrastim, qui vont stimuler les neutrophiles, fait que les bons soldats, pour diminuer la durée de la neutropénie et diminuer le risque d'infection pendant les traitements de chimiothérapie. Mais ça va être important de surveiller la température, puis s'il y a de la fièvre, de consulter rapidement à l'urgence le plus proche de chez vous, parce que quand le système immunitaire est plus bas, on est plus à risque d'infection sévère. La chimio, ça peut causer des mal de cœur, des vomissements, mais c'est rare que c'est vraiment un problème parce qu'on donne des médicaments pour bien prévenir ça. Il y a des agents de chimiothérapie, puis l'abrutissement védotin qui peuvent causer des toxicités aux petits nerfs. Fait que ça peut faire des engourdissements dans les pieds et les mains. Ça peut faire de la constipation aussi. Ça, on va voir comment ça va, puis on va ajuster les doses aux besoins si jamais ça vous fait mal ou ça vous empêche de fonctionner. On ne devrait pas se rendre là. Des fois, la chimio, ça peut causer des diarrhées. Des fois, il y a des risques pour le cœur aussi. C'est pour ça qu'il faut vérifier avant de commencer les traitements que le cœur fonctionne bien. La chimiothérapie qu'on donne comme le CHOP ou BVCHP, ça fait perdre les cheveux, puis ça peut changer aussi le goût des aliments transitoirement. Ça peut causer des risques d'infertilité dépendant du traitement. Ça peut faire de la fatigue. Puis la prénisone, les corticostéroïdes, ben, ça fait peut faire de l'insomnie, un peu de rétention d'eau, puis débalancer le diabète, les gens qui ont du diabète. Une fois qu'on a commencé le traitement, ben, on va évaluer à chaque visite comment ça va. On va voir que les signes et les symptômes du lymphome ils s'améliorent. En examinant, on va voir les ganglions, les prises de sang. Puis on va voir aussi les effets secondaires des traitements, être sûr que c'est bien toléré. On va faire une imagerie absolument en mi-traitement puis en fin de traitement. Fait qu'en mi-chemin, ben, on va être sûr au moins que ça commence à répondre. Puis en fin de traitement, on va vraiment vouloir un TEP scan qui nous montre que le lymphome est tout parti. Fait que c'est ce qu'on appelle ça une réponse complète ou une rémission. On veut qu'il n'y ait plus de lymphome visible au TEP scan. C'est ça notre but pour les lymphomes agressifs. Par contre, c'est pas parce qu'il y a un TEP scan qu'ils n'ont pas de cellules cancéreuses qu'on est nécessairement guéri. On appelle plus une rémission. Puis après ça, il faut surveiller, faire des traitements de plus pour s'assurer que le lymphome ne rechute pas. Quand je vous parlais de consolidation, ben, il y a une des options pour certains patients avec des lymphomes agressifs, on va suggérer de faire une consolidation avec une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Fait que les cellules souches hématopoïétiques, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des cellules qui sont dans la moelle osseuse, qui sont capables de repeupler et de faire toutes les cellules du sang, donc les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Euh, ça se situe dans la moelle osseuse. Euh, la greffe de cellules souches, ça consiste dans le fond une chimiothérapie, souvent à forte dose. Puis après ça, on va infuser soit les cellules souches hématopoïétiques du patient, fait que ça, on appelle ça une greffe autologue ou une autogreffe, ou des fois, on va réinfuser les cellules souches d'un donneur qui est compatible. Puis ça, on appelle ça une greffe allogénique ou allogreffe. Fait que le but de cette thérapie-là, c'est d'augmenter les chances de guérison pour certains patients atteints de maladies hématologiques agressives. C'est des traitements qui sont quand même assez intenses, qui nécessitent de rester à l'hôpital à peu près un mois.
Puis c'est pas tout le monde qui est éligible à ces traitements-là. Ça va dépendre de différents facteurs, dont l'âge, la différente fonction de l'organe, puis la réponse au traitement. Donc, la greffe des cellules souches autologues, euh, c'est vraiment une chimiothérapie à forte dose qu'on va donner à l'hôpital. Puis le but, ça va être de détruire toutes les cellules cancéreuses qui pourraient rester, même si on ne les voit pas au TEP scan. Malheureusement, cette forte chimiothérapie-là va détruire aussi les cellules saines de la moelle osseuse. Fait que là, pour contrer ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme un sauvetage de votre moelle osseuse en vous réinfusant vos cellules souches qu'on avait collectées avant, puis qu'on avait mis de côté, qui ont pas reçu la chimiothérapie, dans le but de reconstituer la moelle osseuse, puis que vous puissiez récupérer de la chimiothérapie. C'est un traitement qu'on dit de consolidation. Fait que ça va être après la fin des traitements de première ligne. Si on est en bonne réponse, en réponse complète, on va faire ce traitement-là de plus pour certains patients avec des lymphomes T ganglionnaires qui sont éligibles à des traitements plus intensifs. Puis le but, ça va être vraiment pour augmenter les chances de guérison puis diminuer les risques que les lymphomes y reviennent. On n'a pas d'études randomisées, des études de grande qualité qui nous montrent qu'il y a un bénéfice à faire ces traitements-là pour les patients, puisque c'est des maladies qui sont plus rares. On a des données basées sur la pratique, puis des avis d'experts qui suggèrent qu'il y a possiblement un bénéfice pour plusieurs patients. Donc, ça va être discuté au cas par cas, puis souvent suggéré pour les jeunes patients éligibles. L'exception, c'est les patients avec des lymphomes T anaplasiques à grandes cellules qui expriment la protéine de ALK. Quand ils ont un faible risque, souvent on pense qu'on a assez bonne chance de les guérir juste avec la chimiothérapie standard, qu'on n'a pas besoin de faire ce traitement de plus. Donc, les étapes pour une greffe de cellules souches autologues, en premier, il faut donner la chimiothérapie comme le CHOP ou le BVCHP pour obtenir une réponse complète. Ensuite, vos cellules souches, ben, il faut les collecter, il faut les ramasser. Fait que comment qu'on fait? On les fait sortir de la moelle osseuse avec de la chimio puis des facteurs de croissance. On les fait circuler dans votre sang. On va pouvoir les collecter par aphérèse. Fait que c'est un petit peu comme un don de sang. Par le sang, on passe votre sang dans une machine qui va pouvoir séparer votre sang, collecter les petites cellules souches puis les mettre de côté, puis vous redonner le reste du sang. Ces cellules souches-là, on va les garder congelées à l'abri. On va vous admettre à l'hôpital, vous donner de la forte chimiothérapie, puis après ça, on va vous refuser vos cellules souches qui, eux, justement, ils étaient à l'abri, ont poursuivi toute la chimiothérapie. Ça va vous permettre, dans le fond, de reconstituer la moelle osseuse. Puis on va vous garder à l'hôpital, habituellement à peu près un mois, le temps que vous récupériez les effets secondaires de la chimio, puis que la moelle osseuse puisse récupérer aussi. L'autre type de greffe de cellules souches, ben, c'est la greffe de cellules souches qu'on dit allogénique ou allogreffe. Fait que c'est encore une chimiothérapie qu'on donne à dose forte ou intermédiaire pour détruire les cellules cancéreuses résiduelles. Mais après ça, au lieu de refuser vos propres cellules souches, on donne les cellules souches d'un donneur qui est compatible. Puis le but, ça va être de, oui, reconstituer la moelle osseuse, mais aussi que les cellules souches puis le système immunitaire du donneur, qui est différent du vôtre, ils puissent comme agir comme policiers, patrouiller dans votre corps, puis d'empêcher le lymphome de revenir. Ça, c'est l'effet qu'on appelle greffon contre le lymphome ou greffon contre la leucémie, dépendant de la maladie qu'on veut traiter. Il y a plus de risques à ce traitement-là parce qu'il va y avoir une immunosuppression plus prolongée pour diminuer le risque de rejet. Puis il y a aussi un risque que le système immunitaire du donneur, au lieu de combattre juste un lymphome, mais il combatte aussi des organes sains comme la peau ou le système digestif. Puis ça peut être associé à des complications. C'est un traitement qui a plus de risques, de complications. Fait que ça va être réservé en consolidation seulement pour certains types de lymphomes T systémiques agressifs, surtout des formes extraganglionnaires ou leucémiques. Ça peut être sinon utilisé pour des lymphomes T ganglionnaires quand ils sont réfractaires ou qui rechutent après le traitement de première ligne ou après une autogreffe. Si le lymphome il répond à un autre traitement pour augmenter les chances de guérison, ben, à ce moment-là, si on a déjà échoué une autogreffe puis on veut consolider la réponse, ben, on pourrait aller en allogreffe. Puis encore là, c'est prendre quand même, c'est pas tout le monde. Puis il y a beaucoup de patients qui ne sont pas éligibles à ce type de traitement-là. Ça prend des patients jeunes, en bonne condition physique, avec un donneur compatible, un lymphome qui est en bonne réponse. Puis il faut être sûr qu'il n'y a pas plus de risques que de bénéfices avec ce traitement-là. Ensuite, une fois qu'on a fait le traitement, ben, on va vous suivre pour à la fois, dans le fond, surveiller les effets secondaires des traitements, oui, mais surtout, dans le fond, détecter une récidive potentielle de la maladie. Fait que comment on va faire pour faire le suivi? Bien, on va, dans le fond, vous questionner, voir comment ça va, vous examiner, on va faire des prises de sang. Pour les imageries, il n'y a pas nécessairement besoin de faire des scans de dépistage ou de surveillance de routine une fois qu'on a atteint une rémission.
La raison, c'est que les lymphomes agressifs, quand ça revient, ça cause des symptômes, les gens ne se sentent pas bien, on va le détecter cliniquement en vous questionnant, en vous examinant avec les prises de sang. Ça n'a pas été prouvé que c'est utile de faire des scans, tu sais, au hasard à chaque 3 mois ou 6 mois pour la plupart des temps. Puis la fréquence du suivi, bien, ça va dépendre de la maladie, du traitement reçu. Souvent, ça va être aux 3 mois au début. Puis après ça, ça fait longtemps qu'on est en rémission. Bien, à un moment donné, le suivi va s'espacer ou pourrait même être suivi si on pense que les patients sont vraiment guéris après plusieurs années. Donc, malheureusement, le plan A, tu sais, le traitement de première ligne, c'est pas tous les patients qui sont guéris. Tu sais, au contraire, il y a plusieurs patients qui ne seront pas guéris. Fait que soit le lymphome, il ne répond pas au traitement ou il répond initialement, puis malheureusement, il y a beaucoup de patients qui vont rejeter, puis le lymphome, il va revenir plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait si jamais le traitement de première ligne n'a pas fonctionné? Ce qu'on va faire, bien, on va réévaluer, tu sais, voir l'histoire, l'examen, les tests de sang, comment ça va, l'état de santé. On va refaire un scan pour voir où est le lymphome, puis souvent, on va refaire une biopsie pour être sûr que c'est encore le même type de lymphome, c'est encore la même maladie, c'est bien du lymphome qui est revenu. Les options de traitement, bien, une des options importantes, en première ligne aussi, mais aussi beaucoup en maladie chirurgicale, ben, c'est des études cliniques qui nous permettent d'avoir accès à des nouvelles thérapies qu'on n'a pas accès habituellement sinon en clinique. Sinon, il y a des options de chimiothérapie, radiothérapie, puis des traitements un peu plus nouveaux comme le pralatrexate ou le brentuximab vedotin, si la protéine CD30 est exprimée, un petit peu comme je vous disais plus tard. Puis des fois, il y a d'autres options selon le lymphome, selon les accès qu'on a. Donc, s'il y a un lymphome systémique ganglionnaire qui rechute, qui est réfractaire au traitement de première ligne, bien là, on va se questionner, est-ce que le patient il est éligible ou pas à un traitement comme intensif comme une allogreffe? Fait que si la réponse c'est oui, bien là, on va essayer des traitements de chimiothérapie de sauvetage comme encore plus intensifs pour essayer d'avoir une réponse de la maladie pour permettre d'aller en traitement de consolidation comme une allogreffe, surtout plus qu'une autogreffe quand c'est une maladie en rechute ou réfractaire. Si on n'est pas éligible à l'allogreffe à cause de notre âge, de notre problème de santé ou parce qu'on n'a pas répondu au traitement de sauvetage, ben, à ce moment-là, c'est des traitements plus qu'on dit palliatifs, c'est-à-dire pour ralentir la maladie, acheter du temps de qualité, mais ce n'est pas des traitements qui vont pouvoir guérir la maladie, malheureusement. Donc, dans les options qu'on a, on a le pralatrexate, qui est un cousin du méthotrexate, pour ceux qui connaissent. Fait que c'est un traitement euh, qui est contre l'acide folique, là, qui est une vitamine qui est importante pour les cellules cancéreuses. Puis, enfin, on va dépléter les cellules cancéreuses de l'acide folique. Puis ça, quand on fait ça, bien, ça empêche les cellules de se diviser. Puis ça a un effet surtout contre les cellules de lymphome T. C'est un traitement qui se donne de façon intraveineuse, une fois par semaine, 3 semaines sur 4. Puis ça se donne, qu'on dit jusqu'à progression et tolérance. C'est-à-dire que tant que le lymphome y répond puis que ça va bien, on continue le traitement. Le taux de réponse avec ce type de traitement-là, c'est à peu près 30. Puis la durée médiane de réponse, c'est à peu près 10 mois. C'est pas un traitement, comme je disais, qui marche tout le temps. Puis ça ne guérit pas les patients, mais on essaie d'acheter du temps et du temps de qualité. C'est un traitement qui est bien toléré. Ça peut faire un petit peu d'inflammation dans la bouche ou aux intestins ou faire baisser un petit peu les plaquettes. Mais pour minimiser ces effets secondaires-là, ben, on va donner des vitamines de plus pour minimiser les effets secondaires. On a aussi le brentuximab vedotin, comme on avait déjà parlé. Si le lymphome, tu sais, il exprime la protéine CD30, fait que c'est le traitement, comme je disais, un anticorps monoclonal contre le CD30 qui est couplé à un agent de chimiothérapie qui va aller porter de façon plus ciblée la chimiothérapie dans les cellules cancéreuses qui expriment la protéine CD30. C'est un traitement qui est intraveineux, une journée ou 3 semaines, puis on peut le donner jusqu'à 1 an. Euh, le taux de réponse est très élevé pour les patients qui ont des lymphomes T anaplasiques à grandes cellules. C'est à peu près 85 des gens qui répondent. Puis, la différence, bien, il y a quand même des gens qui répondent pendant longtemps. Fait que, à 5 ans, il y a quand même 40 des gens qui répondent qui sont encore en rémission avec un traitement d'1 an. Donc, ça, c'est quand même très intéressant pour les patients. Pour les autres lymphomes à cellules T qui expriment la protéine CD30, qui ne sont pas anaplasiques à grandes cellules, les taux de réponse sont moins bons, entre 30 et 50 puis la durée de réponse est aussi moins bonne, mais absolument, ça dure quelques mois. C'est un traitement qui est bien toléré, mais ça peut faire des engourdissements dans les pieds et les mains, ça peut faire des neutropénies, des fois un peu de diarrhée. Finalement, il y a les études cliniques.
c'est très utile quand c'est accessible. Ça permet d'avoir accès à des traitements novateurs, des traitements plus nouveaux, en plus de contribuer à l'avancement des connaissances. Il y a différents types d'études cliniques, là, dépendant où est le médicament qu'on teste là, dans l'évolution. Fait qu'il y a des études de phase 1, où est-ce que c'est un médicament expérimental qu'on teste sur un petit groupe de patients pour essayer de voir c'est quoi la meilleure dose, puis comment c'est toléré. Il y a des études de phase 2 où est-ce que là, on a vraiment déjà trouvé que le médicament il est prometteur, on a trouvé la bonne dose, moi c'est sécuritaire, puis on veut avoir plus d'informations sur plus de patients pour les donner à la fois d'efficacité et de sécurité. Et le plus haut niveau d'études, ben, c'est l'étude de phase 3, où on fait vraiment une comparaison, souvent où est-ce qu'on randomise au hasard les patients un traitement ou l'autre pour comparer le nouveau traitement par rapport au traitement qui est standard. Les études cliniques, les lymphomes, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Nos traitements qu'on a en standard sont encore souvent sous-optimales, souvent quand la maladie est à rechute ou est réfractaire. Donc, quand il y a des études cliniques disponibles, c'est souvent la meilleure option quand les traitements traditionnels ont échoué ou même en première ligne s'il y a quelque chose qui a l'air prometteur. Et c'est sûr que si votre médecin il vous propose une étude clinique, c'est parce qu'il pense que pour vous, il y aurait un bénéfice à avoir accès à ce type de médicament-là expérimental ou plus nouveau. Donc, l'avenir, c'est quand même, il y a beaucoup de recherches qui se fait en infanterie, mais comme dans d'autres types de lymphomes, d'autres types de cancers, mais en particulier en infanterie, il y a constamment des nouvelles recherches pour mettre en point des nouveaux traitements puis améliorer les thérapies existantes. Là, j'ai mis des exemples de traitements qui sont étudiés en cours, que souvent on n'a pas accès, mais des fois, il y en a qu'on est capable d'avoir accès dépendamment. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'espoir pour améliorer l'issue des patients. Je vais juste vous donner un mot sur les CAR-T, parce que c'est quelque chose que, de fond, soit les gens y ont entendu parler, puis quand même de plus en plus utilisé. Fait que les CAR-T, ce que en français, c'est des lymphocytes T avec un récepteur antigénique chimérique. Ce que c'est dans le fond, c'est une type d'immunothérapie où est-ce qu'on modifie les lymphocytes T du patient, on les modifie en laboratoire pour qu'ils puissent devenir des petites machines dont le rôle, c'est de reconnaître et détruire les cellules cancéreuses qui expriment certaines protéines. C'est un traitement qui est très utile, très important dans plusieurs lymphomes à cellule B. Par contre, en lymphome à cellule T, utiliser des CAR-T, c'est beaucoup plus difficile. Ce n'est pas quelque chose qui est possible actuellement. Il y a plusieurs raisons. En premier, il faut collecter des lymphocytes T pour modifier, pour faire des CAR-T. Là, les patients ont des lymphomes à lymphocytes T, fait qu'il y a des risques qu'on prenne des cellules cancéreuses puis qu'on les multiplie en laboratoire. Ça serait dangereux pour le patient. L'autre chose, on veut faire des CAR-T pour attaquer le lymphome à lymphocyte T, mais vu que les CAR-T, c'est des lymphocytes T, bien souvent, ils vont s'attaquer entre eux. Puis à ce moment-là, ça, c'est pas utile. Puis finalement, quand on va essayer de détruire les lymphomes T, si on détruit tous les lymphocytes T du patient, bien, les lymphocytes T, c'est essentiel pour le système immunitaire. Il y aurait beaucoup trop de risques d'infection si on fait des CAR-T qui détruisent tous les lymphocytes T du patient. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait pour avoir des CAR-T plus ciblés, prendre les bonnes cellules de lymphocytes, prendre les lymphocytes T d'un donneur. Donc, il y a beaucoup d'avancées qui se font actuellement partout dans le monde, mais pas rien qui est malheureusement disponible actuellement en standard. Et finalement, un petit mot sur les lymphomes T cutanés primaires, qui sont quand même 40 des lymphomes T. Euh, les plus fréquents, c'est le mycosis fungoïde, puis aussi les lymphomes T anaplasiques à grandes cellules cutanées primaires, qui est vraiment très différent du lymphome anaplasique systémique que j'ai parlé plus tôt. Comment ça se présente, les lymphomes T cutanés? Bien, ça se présente au niveau de la peau. Des taches, des plaques, des fois des bosses qui peuvent des fois faire des démangeaisons, des fois pour faire des symptômes, des fois ça peut faire mal. Mais c'est une évolution qui est absolument très indolente. Donc, ça évolue très lentement sur des dizaines d'années. Puis, habituellement, ce n'est pas quelque chose qui menace la vie des patients, mais des fois, ça peut avoir un impact important sur la qualité de vie. Le stade de l'infirmité au niveau de la peau, c'est très différent des lymphomes systémiques. Puis ça va être pris en charge principalement par les spécialistes de la peau, fait que les dermatologues avec une expertise, mais ça arrive des fois qu'ils vont avoir besoin d'un hématologue, d'un hémato-oncologue pour d'autres types de traitements plus systémiques. Je vous ai mis une liste de traitements. Fait, dans le fond, on a comme une boîte à outils pour traiter les patients, puis ça va dépendre de la présentation des différents facteurs, de voir quel traitement est le mieux pour le patient. Puis souvent, les patients vont avoir plusieurs de ces traitements au courant de leur vie. Alors, des fois, on peut juste surveiller.
Le plus souvent, on va utiliser de la cortisone topique, des fois de la chimiothérapie topique aussi. S'il y a juste un nodule ou deux qui font des problèmes, on peut faire de la radiothérapie. Il y a de la thérapie par rayon ultraviolet aussi qui peut être très utile. Des médicaments par la bouche comme des rétinoïdes, du méthotrexate, de l'interféron qu'on peut être utilisé. Puis des fois, on va avoir besoin des traitements systémiques, des traitements intraveneux comme le brentuximab vedotin si la lymphomité de la peau exprime le CD30. De la chimiothérapie, c'est plus rare. Ou les traitements comme le mogamulizumab, qui est un traitement ciblé contre une protéine qui est exprimée sur certains types de lymphocytes T ou certains types de lymphomes. Il y a aussi des traitements comme la photophérèse extracorporelle là, qui se donne à Montréal, qui peut être utile pour certains patients. Donc, en conclusion, les lymphomes systémiques sont rares et sont souvent agressifs. Pour les lymphomes ganglionnaires, qui sont les plus fréquents, les traitements de première ligne, ça va être de la chimiothérapie. Si la protéine CD30 est exprimée à la biopsie, ben, on va utiliser le BV-CHP. Puis si la protéine CD30 n'est pas exprimée, ben, à ce moment-là, ça va être du CHOP ou du CHOEP, fait que des agents de chimiothérapie standard. On va envisager de consolider le traitement de première ligne avec une chimiothérapie à forte dose, puis une réinfusion des cellules souches hématopoïétiques autologues pour plusieurs patients jeunes qui répondent à la chimiothérapie, surtout les patients qui ont des facteurs de moins bon pronostic, pour diminuer les risques de rechute et donc augmenter les chances de guérison. Pour les patients qui rechutent ou qui ne répondent pas au premier traitement, ben, on a quelques outils thérapeutiques, mais malheureusement, ça reste encore limité. Il y a un potentiel de guérir pour une minorité de patients qui seraient éligibles à une greffe de cellules souches allogéniques. Puis sinon, ça va être plutôt des traitements là, pour ralentir la maladie pour les lymphomes agressifs réfractaires. Puis c'est sûr que des études cliniques, lorsque disponibles, c'est souvent très utile pour les patients. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour ma présentation. Puis je remercie l'Infome Canada d'avoir organisé, d'avoir invité à présenter. Merci.